Hello, bien je vous propose de commencer le webinaire de ce jour. Merci à tous d'être présents et de participer donc à ce webinaire avec pour thématique la renaturation et la valorisation de l'existant et de vos sites. Aujourd'hui, je suis accompagnée donc de deux animateurs. Pour ma part, je me présente, Léa Voileau, société donc J'Expertise, responsable grand compte et développement. J'ai mon collègue Ludovic Danils qui va se présenter à vous avec moi. Bonjour. Merci Ludovic. Et bien sûr Gaëtan, notre partenaire de la société Topos. Bien sûr, vous aurez une présentation de la société. Merci à toi Gaëtan d'être présent aujourd'hui. Bonjour à tous. Gaëtan, si tu as la possibilité, n'hésite pas d'activer ta caméra. Là, on ne te voit plus. Je n'arrive pas à la connecter. Je ne sais pas pourquoi. Je clique sur le... Alors, je te fais une demande. Tu devrais l'avoir reçue. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Activé, mais je vais me présenter du coup pendant que ça trifouille. Donc c'est le moment où il faut que je me présente, Léa. Tu peux te présenter maintenant, bien sûr, Ludovic, je t'en prie. Ok, très bien. Donc Ludovic Danels, donc je m'occupe du département d'ingénierie chez J'Expertise, donc qui s'intitule Bâtiment et VRD. Et donc aujourd'hui, on va spécifiquement parler du côté plutôt génie urbain, avec notre partenariat régulier avec des paysagistes concepteurs, et là ici en particulier avec Topos, en la personne de Gaëtan de Zwart. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ce sont en tout cas des sujets sur lesquels on se positionne depuis de nombreuses années, au-delà de la conjoncture qui a accéléré un peu avec une prise en main un peu par le gouvernement, en tout cas au printemps, quand il y a eu une intervention du chef de l'État sur l'intégration de la perméabilité des terrains et de la valorisation des eaux météoriques, avec en plus une autre actualité encore plus prégnante, celle de la gestion des inondations. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut concilier tous ces impondérables à travers donc cette présentation. Donc on va essayer de juste évoquer tout doucement, puisque évidemment on n'a pas un temps illimité, mais ce sont des sujets en tout cas sur lesquels on travaille depuis bientôt une vingtaine d'années. Voilà. Merci pour cette introduction, Ludovic. Gaëtan, j'ai l'impression que la caméra n'a pas décidé de fonctionner. Oui. Elle s'est coupée alors que tout à l'heure ça fonctionnait. Là, impossible de la réactiver. Bon. Ouais, on t'entend bien en tout cas. Peut-être je te laisse te présenter et puis après le temps que je fasse l'introduction et notamment la présentation de J'Expertise assez brève. Je te laisserai peut-être voir pour la caméra et te déconnecter, reconnecter éventuellement. Ouais, c'est ce qu'on va essayer. Donc, Gaëtan de Zwart, paysagiste concepteur, gérant de l'agence Topos, territoire et paysage qui est située à Roubaix. On est une agence de 2 personnes et on a travaillé sur différents projets, sur des problématiques liées aux aires de stationnement, gestion des eaux de pluie, végétalisation d'aires de stationnement. C'est des sujets qui nous intéressent et vraiment des espaces sur lesquels nous, paysagistes, on peut agir. Donc ça sera l'intérêt de regarder un peu tout ça, comment nous, paysagistes, on peut apporter quelque chose, en plus des bureaux d'études, pour améliorer ces secteurs. Merci beaucoup Gaëtan. Ludovic, je te propose donc de passer à la slide suivante qui va permettre, merci beaucoup, de présenter le sommaire du webinaire d'aujourd'hui. Nous terminerons donc ce webinaire aux alentours de midi. Nous commencerons par une présentation assez brève de nos sociétés respectives pour qu'on puisse remettre un petit peu de contexte et récapituler le rôle de chacun et surtout des rôles qui sont complémentaires aujourd'hui sur cette thématique de la renaturation des sites et la désimperméabilisation des sols. On va... Ah super Gaëtan, on te voit. Voilà. On évoquera un contexte réglementaire, évidemment, et puis on parlera des différentes trames,
ce qu'on appelle les trames bleues, les trames vertes. Je ne vous en dis pas plus, je laisserai le soin à Ludovic et Gaëtan de vous expliquer tout ça. Bien sûr, une palette végétale qui sera adaptée donc avec différents exemples, puisque chaque j'allais dire gestionnaire de patrimoine, chaque entité qui souhaite travailler sur son parc immobilier, ses espaces sont différents et donc l'objectif étant de pouvoir trouver des solutions adaptées à chacun. Évidemment, nous dédierons un temps de questions-réponses. N'hésitez surtout pas à poser les questions dans le chat. Vous avez donc une bulle de chat en bas à droite. Ça nous permettra aussi d'échanger au fur et à mesure du webinaire avec vous. C'est toujours plus sympa de pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure et adapter aussi l'échange en fonction de vos interrogations. Je vais me permettre du coup de démarrer par une présentation de Gexpertise assez brève pour que vous puissiez repositionner notre groupe d'ingénierie aujourd'hui qui est donc une entreprise française basée à Sèvres en région parisienne avec différentes agences aux quatre coins de la France. Alors des coins différents et qui se positionnent notamment dans les Hauts-de-France, là où notre cher Ludovic et aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, avec 2 agences entre Lille et Saint-Omer, nous avons une agence à la Seine-sur-Mer dans le sud, une autre sur Bordeaux et puis une qui est à Lyon. Donc vous voyez, on rayonne sur l'ensemble de la France pour pouvoir aussi avoir une réactivité locale et une connaissance bien sûr de nos sites en permanence pour nos clients. Gexpertise, c'est une société donc de 200 personnes avec une belle parité hommes-femmes qui n'est pas toujours évident dans les groupes d'ingénierie, le monde du BTP, le monde de l'immobilier. C'est quelque chose dont nous sommes assez fiers. Si nous passons à la slide suivante, vous avez quelques chiffres de la société. Alors bien évidemment, je ne vais pas tous vous les décrire un par un. J'aime mettre en parallèle 2 chiffres qui est le fait que nous existons depuis 1785. Alors nous sommes assez vieux. Nous sommes une vieille dame, si je puis dire. Alors bien évidemment pas en tant que géomètre expert, puisque le métier de géomètre expert n'existait pas à l'époque. À bien entendu que Gexpertise, qui est aujourd'hui un groupe d'ingénierie, vous allez comprendre par la pluridisciplinarité des activités, est historiquement un cabinet de géomètre expert. C'est notre cœur de métier, c'est notre savoir-faire principal. Mais bien sûr, vous allez voir au travers des différentes expériences et différentes prestations pratiquées au sein du groupe que nous ne sommes plus uniquement un cabinet de géomètre expert, mais nous avons cette ancienneté, un historique clientèle, mais aussi, et c'est le chiffre que j'aime mettre en parallèle de tout ça, c'est le 3% du chiffre d'affaires que nous dédions à l'innovation, à la recherche, au développement. Et bien sûr, ces accompagnements, cette réelle réflexion sur l'environnement. Là, aujourd'hui, on présente une thématique importante sur la renaturation des sites, la désapérialisation des sols et donc de pouvoir valoriser vos biens et améliorer le confort de vos utilisateurs. Et bien, toutes ces recherches-là, nous les pratiquons, que ce soit d'ailleurs sur de la recherche ou de la production de logiciels, des avancées sur des chaînes de production, autant de nouvelles recherches et de la création est consacrée donc dans cette société. C'est important pour nous d'avancer sur ces sujets-là qui sont fondamentaux parce qu'il y a des nouvelles manières de concevoir, des nouvelles manières de construire et donc bien sûr des nouvelles technologies pour gérer et bien sûr s'adapter au cycle de vie du bâtiment. Si on passe sur la slide suivante, vous allez donc reconnaître, comme je vous disais, ce cycle de vie du bâtiment sur lequel nous avons l'opportunité d'intervenir aujourd'hui. Vraiment, chaque phase a sa spécificité. On a ajouté cette phase d'acquisition-cession puisqu'en tant que géomètre expert, qui dit arbitrage dit mesurage, et donc on intervient spécifiquement sur chacune de ces phases-là. Bonjour Antoine, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Donc voilà, on a cet aspect de pouvoir accompagner nos clients sur chaque phase du cycle de vie du bâtiment et bien sûr sur la phase gestion, exploitation, maintenance qui représente 80%, je dirais, du cycle de vie d'un bâtiment lui-même. La renaturation du site est quand même un sacré enjeu et vient donner justement une nouvelle vie dans le cadre de la gestion de ce dernier. Cela peut passer par une réhabilitation à certains égards. Gaëtan et Ludovic vous en parleront juste ensuite.
Si nous passons à la slide suivante, comme je vous le disais tout à l'heure, G-Expertise, c'est un groupe d'ingénierie avec diverses prestations, diverses offres, mais donc ça passe évidemment au travers d'une équipe pluridisciplinaire. Vous pouvez le voir sur cette slide que nous avons évidemment nos géomètres experts, nos géomètres topographes, mais bien sûr des maîtres d'œuvre, des personnes qui sont de formation d'archi, tailleurs de pierre, évidemment nos diagnostiqueurs, très étroitement liés avec toutes les prestations de Ludovic, hein, quand on parle audit énergétique, quand on parle diagnostic énergétique, le DPE, des diagnostics globaux, en tout cas tout diagnostic et audit qui vont justement faire un état des lieux et pouvoir améliorer le bâtiment lui-même et derrière pouvoir préconiser différents éléments pour pouvoir améliorer comme je vous disais tout à l'heure, la vie des usagers dans le bâtiment, mais aussi la performance d'un bâtiment lui-même, et puis respecter l'environnement aujourd'hui avec tous les enjeux qu'il peut y avoir. Donc voilà, une belle équipe pluridisciplinaire, et cette équipe pluridisciplinaire du coup se répartit dans 3 départements différents que vous voyez sur cette slide. Très brièvement, le département immobilier qui regroupe finalement notre cœur de métier, les différentes prestations d'un géomètre que vous retrouverez dans un cabinet de géomètre expert, on ne peut plus classique. Bien sûr, les diagnostics dont je vous parlais tout à l'heure, cela regroupe l'ensemble des diagnostics réglementaires, de l'amiante au plomb en passant par l'électricité, le gaz, évidemment, les DPE, comme je vous disais, le PEMD qui est le diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, sur lequel nous avons également fait un webinaire et qui est très intéressant, voilà, avec les nouvelles réglementations qui sont entrées en vigueur, et de pouvoir toujours, voilà, recycler ces déchets, respecter l'environnement et de pouvoir avoir j'allais dire une situation optimale. Vous avez également le département bâtiment et VRD. Alors peut-être Ludovic, comme tu es le représentant de ce département-là, nous dire en quelques mots, en quelques lignes, ce que comprend le département bâtiment et VRD. Oui, tout à fait. Donc le département bâtiment et VRD en 3 petites sous-pastilles. Donc on a un volet, on va dire, plutôt bâtimentaire, donc à gauche, avec l'économie de la construction, le suivi de chantier tout corps d'État, aussi la capacité à réaliser toutes sortes d'études thermiques ou d'audits liés à l'énergie, aussi des collaborateurs qui font du suivi d'OPC. Donc ça, c'est pour la première pastille. La deuxième, et c'est celle pour laquelle on intervient sur ce webinaire, en tout cas sur cette expertise spécifique, la renaturation des sites, la maîtrise d'œuvre VRD au sens large, et aussi l'OPC interchantier. Et enfin, on a aussi des audits qui sont liés à notre savoir-faire sur l'énergétique et notre bonne connaissance des pathologies bâtiments qui nous permettent de faire des rapports par rapport donc du coup à la gestion de bâtiments, savoir un petit peu quels sont les investissements qui sont à prévoir à court, moyen et long terme. Et de cette façon, on est aussi en capacité de faire des audits pour des personnes qui souhaitent investir, et on peut les accompagner et les aider à identifier quels sont les montants qui sont à investir à court, pareil, moyen et long terme. Voilà un petit peu le département. Donc, en tout cas, dans les prestations, on ne vous met pas ici les visages de nos collaborateurs, mais évidemment, il y a des petits bonshommes derrière chaque pastille. Et je te laisse peut-être terminer et revenir sur la slide d'avant pour le département PropTech. Tout à fait, merci beaucoup Ludovic, et je m'arrêterai ici parce qu'on vient quand même parler de Topos aussi et de la thématique d'aujourd'hui. Donc une brève parenthèse sur le dernier département qui est le département PropTech, donc qui va se focus davantage sur la data et la donnée immobilière, et donc dédié notamment à nos clients gestionnaires de patrimoine qui possèdent un certain nombre de lignes d'actifs et qui justement souhaitent
démarrer une réelle réflexion sur la numérisation de la donnée immobilière, la centralisation de cette dernière entre les différentes parties prenantes. Et ça passe donc par différents services que nous proposons chez J'Expertise, voilà, sur la partie numérisation, digitalisation du patrimoine. Les enjeux de la digitalisation du patrimoine, c'est, on va dire, le mot d'ordre de ce département. Évidemment, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition, le sujet n'étant pas celui-ci aujourd'hui. Je propose du coup de passer sur la slide suivante et de laisser Gaëtan donc présenter sa société. Très bien, merci. Alors, moi, je suis Gaëtan Desouart, paysagiste concepteur. Donc, j'ai fondé l'agence de paysage Topos en 2022. C'est assez récent, mais on a quand même une expérience de 10 ans auparavant. Donc, nous sommes deux à l'agence, moi en tant que paysagiste concepteur et Anthony Sansnaor qui est paysagiste collaborateur. Donc un topos, comme son nom l'indique, et la définition du mot, ça désigne un lieu, un endroit. Donc nous, on attache une importance aux lieux et aux endroits auxquels on travaille, en s'inspirant à chaque fois de la topographie existante, du climat, des structures végétales existantes, des flux, des usages existants du site, pour concevoir des projets le plus adaptés possible à l'endroit sur lequel on s'implante. On peut peut-être mettre la slide suivante. Et autour de trois axes qui sont, dans un premier temps, de comprendre la commande, comprendre les lieux, d'échanger avec les acteurs du projet pour vraiment concevoir un projet sur mesure et complètement adapté à la fois aux enjeux, au budget et au contexte local. Et ensuite, agir, c'est le temps de la conception et du chantier, avec toute la complexité parfois qu'il peut y avoir. Donc on fait à la fois de la conception paysagère, du suivi de chantier, de l'analyse de site pour des études de programmation par exemple, et aussi des ateliers de concertation, voilà, ou aujourd'hui un webinaire par exemple, une communication autour des interventions qu'on peut réaliser. On peut mettre la slide suivante. Quelques références d'aménagement. Par exemple, là, c'est des exemples de parking. Donc, des abords d'équipement à Tettegem, près de Dunkerque, un secteur de polder. Donc, avec toutes les problématiques de gestion de l'eau, comme on peut en entendre parler actuellement. Comment aménager un parking de 400 places en gérant au maximum l'eau, en naturant au maximum le site, tout en ayant un confort d'usage, une accessibilité optimisée. Et un autre projet, par exemple, un équipement, le parking d'un groupe scolaire, donc avec des noues plantées, noues paysagères pour récolter les eaux de pluie, des circulations sécurisées pour, par exemple, les enfants qui sortent de l'école, pour séparer les flux des véhicules, des voitures, et dans un cadre paysager harmonieux et intéressant. Donc voilà deux exemples de projets de parking qu'on peut réaliser chez Topos. Alors, je vais laisser Ludovic prendre la main. Oui. Donc on va on rentre dans le dur du sujet. Donc on a souhaité prendre la porte du réglementaire, puisque c'est souvent un vecteur assez puissant pour nos clients pour entrer en action. Et donc en fait, on souhaitait attirer l'attention sur cette la fameuse loi de mars, qui est donc forcément toute récente et qui indique que donc pour les parcs de stationnement extérieur qui ont une surface supérieure à 1500 m², il y a un certain nombre d'obligations qui incombent donc aux gestionnaires. Et donc ça arrive assez vite, hein, on est à partir de 80 à 130 places en fonction de la zone de circulation et de la manière dont on compte les choses, mais on a assez vite concerné, hein, dans le retail notamment, mais pas que. Et donc il y a une obligation de mettre en place ces systèmes d'ombrières avec système photovoltaïque. Et là où on voulait attirer un petit peu l'attention, c'est sur le fait qu'il existait un certain nombre d'exonérations et
et donc du coup, c'est un petit peu aussi l'objet et la porte d'entrée de ce webinaire, c'est-à-dire qu'on peut en profiter pour mettre de la renaturation sur ces ouvrages qui sont généralement assez, voire trop minéraux. Et donc là, je laisse la parole à Gaëtan sur le petit volet vert. Oui, c'est ça. Quand on parle d'ombrières, on parle d'installation. Alors certes, elles peuvent produire de l'énergie solaire ou non, mais on est quand même sur des ouvrages qui sont d'une part coûteux, qui, en termes d'énergie à produire, consomment de l'énergie. C'est pas forcément vertueux et adaptable à tous les espaces. La meilleure ombrière qui existe depuis tout le temps, c'est l'arbre. Il est possible d'adapter les projets, alors avec certains objectifs à atteindre, on le verra par la suite, mais des canopées larges d'arbres avec un ratio d'un arbre pour 3 emplacements disséminés sur l'ensemble du site permettent d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc on verra par la suite comment on peut aménager ou réaménager un site pour atteindre ces objectifs et s'exonérer d'installer des ombrières ou des ouvrages conséquents. En sachant que donc le législateur a pris soin de préciser quand il a présenté publiquement ces différents articles que ces parcs doivent intégrer dans le même temps une gestion des eaux pluviales qui favorise la perméabilité des sols et favorise l'infiltration et l'évaporation des eaux. Donc c'est la raison pour laquelle donc je vais commencer à parler peut-être de la trame bleue pour mieux introduire la trame verte. L'idée c'est de présenter en tout cas une conception qui prend en considération les problématiques qui sont d'ailleurs plutôt du coup une occasion de remettre en évidence l'eau et de ne pas la cacher. L'eau n'est pas avant tout pour le coup un problème à résoudre, mais d'abord une donnée d'entrée vitale et qu'il nous faut et qui devient dimensionnante pour les ouvrages. Donc on a bien conscience que il y a le déjà là, c'est-à-dire qu'on part pas d'une feuille blanche. Et donc, il faut arriver à composer en fonction en l'occurrence, des parkings qui ont un certain nombre de places. Donc, le travail avec Gaëtan consiste à recomposer, tant faire se peut, en se collant sur l'existant. Et tu as parlé tout à l'heure, Gaëtan, de la topographie, c'est fondamental puisque l'eau est assez têtue, hein, elle essaie de se tamponner en général sur des lignes des courbes de niveau. Et donc, on intègre ces données-là en fonction de la pluviométrie, puisqu'on n'apportera pas forcément la même réponse dans une zone, par exemple dans les Cévennes, où il y a des pluies assez intenses, que dans un autre département, on va dire par exemple dans la Seine-et-Marne. Donc on va à chaque site considéré proposer une grille de lecture qui permettra de dimensionner, en tout cas sur le plan hydraulique, les ouvrages qui seront utiles et nécessaires. Et on insiste sur le fait que ce n'est pas antinomique avec la présence de végétal. Ça dépendra tout simplement du type d'ouvrage. Il y a parfois nécessité de mettre à distance des ouvrages d'assainissement avec des systèmes racinaires, mais c'est toute la complexité et le plaisir de travailler avec les concepteurs paysagistes. Alors, tout ce qu'on voit dans la suite sur la question du type de revêtement qu'on va proposer, évidemment, c'est en lien avec le concepteur, puisqu'il y a aussi un visuel, il n'y a pas qu'une question de perméabilité ou de capacité de tamponnement. Et évidemment, en lien forcément avec le client, puisqu'il y a un visuel et il y a aussi un coût qui est derrière associé au choix de la palette minérale, et on verra à la fin la palette végétale. Juste un petit aperçu il ne se veut pas exhaustif, mais
dans le traitement de la gestion intégrée des eaux pluviales, j'ai préféré mettre en priorité les nous, puisque déjà ça coûte moins cher, donc là nos clients ils vont préférer, mais c'est surtout qu'en réalité c'est ce qui est de beaucoup plus efficace. Si on prend la capacité du coup du sol à pouvoir tamponner les eaux, et d'autre part de pouvoir évapotranspirer, ce que permet beaucoup moins une surface minérale. Ensuite, il y a tout un tas d'ouvrages qui sont ici présentés, mais qui sont plutôt des ouvrages, pour le coup, enterrés. Si on peut favoriser un maximum une gestion à la surface, qui donne aussi à voir l'eau pendant les événements pluvieux, ça nous intéresse beaucoup plus, et ça permet aussi de sortir de cette idée que l'eau est forcément dangereuse. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'elle ne peut pas l'être. Force est de constater, si vous voyez l'actualité, qu'il y a il faut gérer les aléas d'inondation, et ça c'est clair, je ne vais pas vous dire le contraire. On est justement là, chez Gexpertise, pour assurer que cette intégration de la donnée volumétrique et débit de l'eau se fasse de manière apaisée. Voilà, et qu'on ne se retrouve pas submergé aux deux sens du terme. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les considérations sur les niveaux de risque, mais à un moment donné, il y aura cet échange-là avec le client pour savoir si on est sur une occurrence de pluie qui est rare ou alors extrêmement rare. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une donnée d'entrée aussi dans les programmes à prendre en compte. Si je continue donc sur la présentation donc du coup du travail de co-conception avec Topos, j'ai essayé de mettre une petite quelques grandes les grands items en fait qui sont incontournables et qui guident un petit peu notre façon de concevoir les espaces. Donc le calage sur les courbes de niveau, je l'ai évoqué. Le fait de privilégier l'infiltration, je l'ai aussi dit, avec des ouvrages le plus en surface possible. On favorise donc des trames vertes et bleues continues. Donc ça, on en verra l'expression à travers les différents plans que Gaëtan va commenter par la suite. Et un dimensionnement de rétention qui dépend, donc je l'ai un petit peu aussi évoqué, sur le niveau de risque, le niveau de service, c'est-à-dire le niveau de pluie sur lequel on se met d'accord en disant voilà, on est d'accord sur ce territoire-là pour dire qu'on gère une pluie d'occurrence centenale ou trentenale ou autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut partager ensemble. Il y a la question évidemment de la pluviométrie locale, ça on n'a pas la main dessus. Et les données hydrogéologiques sur lesquelles on n'a pas la main non plus, puisque ça c'est déjà là. Donc tout ce qui est au-dessus et tout ce qui est en dessous, on l'intègre dans l'équation. Et ensuite, une fois qu'on a, on va dire, on mélange tout ça, on peut déjà avoir une approche spatiale sommaire d'une gestion intégrale par l'infiltration. Autrement dit, si on a des terrains qui ont une perméabilité qui est médiocre, et à ce moment-là, on aura forcément besoin d'un exutoire alternatif aux toute infiltration. Et à contrario, si on a des perméabilités qui sont en tout cas meilleures que en gros 10-6, 10-5, on n'aura pas du tout de difficulté à intégrer des surfaces, une trame verte et bleue dans le plan masse. Et en tout cas, on aura d'autant moins de difficultés à le faire que finalement le sous-sol nous est très favorable à notre égard sur le débit d'infiltration. Donc ça, c'est les premières choses qu'on regarde avec Gaëtan pour caler un petit peu le plan masse. Donc maintenant, on va arriver sur une dernière slide, en tout cas pour ma partie, qui consiste à parler de la revalorisation. J'appelle ça un petit bonus parce que en fait, on est dans un pays où la législation est encore
malheureusement très restrictive à cet égard, c'est-à-dire que c'est assez dissuasif quand on regarde ce qui est autorisé et déconseillé en réutilisation des eaux météoriques. Donc, l'Agence régionale de santé nous indique qu'on peut récupérer les eaux pluviales. Donc, qu'est-ce que sont les eaux pluviales? C'est les eaux qui ruissellent en fait sur des espaces qui sont accessibles par des véhicules, par des personnes. Ce sont les eaux pluviales. Donc, si on veut les récupérer pour éviter le gaspillage, on peut le faire, mais c'est soumis à l'avis de l'ARS. Bon, c'est bon à savoir. Sinon, pour les eaux de pluie, alors les eaux de pluie, c'est encore un autre terme. Les eaux de pluie, ce sont les eaux qui, au contraire des eaux pluviales, sont des eaux sur lesquelles, a priori, il n'y a pas la possibilité d'avoir une pollution du fait du passage de l'homme, puisque ce sont des eaux qui sont ruisselées depuis les toitures inaccessibles. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de soumettre un avis de l'ARS pour récupérer ces eaux pour un usage ultérieur. Et donc, le fameux usage ultérieur, c'est typiquement les espaces verts en dehors des périodes de fréquentation du public et des usages également domestiques à l'extérieur des bâtiments. Donc, évidemment, tout ça, ça dépend de la typologie des usages et des actifs. Et donc, tous les autres usages sont, du point de vue de la réglementation, déconseillés. Je voulais juste donner une petite explication sur le schéma que vous voyez en haut à droite. C'est pour avoir un ordre de grandeur, il faut savoir que évidemment, c'est intéressant de revaloriser, mais c'est d'autant plus utile et nécessaire qu'il faut savoir qu'un volume considérable d'eau se retrouve dans des réseaux alors qu'ils n'ont rien à y faire et encore moins de faire l'objet d'un traitement dans les stations d'épuration. Donc il y a un enjeu de déconnexion de tous ces espaces-là qui vont se retrouver dans une station d'épuration dans le cadre de réseaux qui ne sont pas séparatifs. Et une autre problématique qui est aussi liée du mélange intempestif dans les réseaux unitaires, c'est que quand on se retrouve face à des événements qui sont des événements pluvieux intenses, en fait, comme les stations d'épuration, elles ne sont pas illimitées, il y a un volume considérable qui est déversé sans traitement. C'est quand même 300 millions de mètres cubes chaque année, rien que pour le bassin Seine-Normandie. Donc c'est l'enjeu de récupération, il est au moins de cette taille. Alors là, ça paraît très simple dans la manière de l'expliquer, mais quand on rentre dans le détail que c'est complexe, parce que la déconnexion, ça implique aussi d'aller faire des enquêtes terrain, y compris chez chaque habitant. Donc voilà, le sujet est loin d'être simple, sinon il y a déjà bien longtemps que tout le monde l'aurait déjà mis en œuvre. Je laisse du coup maintenant la parole à Gaëtan pour la suite de la trame verte continue. Donc, après, on verra différents exemples de projets d'adaptation, mais dans un premier temps, on peut voir les différents avantages de bien prendre en compte la trame verte sur les aménagements. La végétation, les arbres notamment, apportent de l'ombre et un confort d'usage. On est tous allés sur un parking en plein été. On sent la chaleur écrasante, alors que dès qu'il y a de l'ombre dans une rue, en ville, dès qu'il y a des arbres, on sent la fraîcheur. Donc un confort d'usage important. On peut baisser de 6 ou 7 degrés assez facilement en présence de végétation, la température ambiante. Ensuite, la réduction des îlots de chaleur, on revient à peu près sur le même thème, c'est les îlots de chaleur urbains, tous les revêtements, la réverbération des revêtements, souvent sombres en plus, créent des effets de chaleur. Le fait de végétaliser, d'avoir une trame verte conséquente, on limite au maximum cet effet d'îlot de chaleur pour avoir des îlots de fraîcheur. L'amélioration de la qualité de l'air, les végétaux fixent le dioxyde de carbone et purifient l'air dans une moindre mesure.
Ensuite, la biodiversité, toute cette végétation, elle est support de biodiversité, d'insectes, d'oiseaux, de reptiles. Donc, c'est un intérêt d'avoir des continuités, la trame verte dans les espaces aménagés, pour relier certaines zones entre elles, pour créer des supports, comme je le disais, de vie. Et ensuite, bon, ça, chacun a son idée là-dessus, mais l'esthétique et l'ambiance, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une demande importante d'avoir plus de verdure, d'aménagement paysager dans les espaces à aménager. Et aussi pour le bien-être, hein, c'est prouvé que une personne qui est en contact avec de la végétation de manière quotidienne va avoir un meilleur moral et une meilleure santé qu'une personne qui est dans un contexte purement minéral et urbain. Donc, Et c'est un point qui est très important, Oui. C'est un point qui est d'autant plus important que les gens qui sont dans le retail, notamment, donc les surfaces commerciales, l'ont bien compris. Apporter des aménités comme ça sur des parkings, ça permet potentiellement d'aller capter du client. Bien sûr. Bien sûr. On peut voir peut-être le slide suivant. On est parti, pour rentrer un peu dans des cas de figure, on est parti d'un projet existant, donc d'un parking pour une grande surface. Donc un espace de 157 places avec différentes zones dédiées aux véhicules, hein, en enrobé, des espaces de stationnement en pavé drainant ou revêtement drainant. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça permet d'avoir un coefficient d'infiltration. Des circulations piétonnes, bon là, elles sont en enrobé, donc c'est pas forcément l'idéal non plus en termes d'infiltration de l'eau et en termes de démarcation des circulations piétonnes, pour la sécurisation et l'orientation. On a des arbres aussi, donc là sur la zone parking, on a 32 unités 32 arbres plantés. Donc ce qui fait qu'on a un ratio d'environ 5 places pour un arbre. Donc on est en dessous de ce qui est demandé, les 3 places, excusez-moi, 3 places pour un arbre. On est largement en dessous. Et ensuite, ce qu'on constatait, c'est que les espaces entre les zones de stationnement sont étroits. Il n'y a même pas 1 mètre. Donc déjà, pour la fosse de l'arbre, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais ensuite, pour intégrer une gestion des eaux, des noues, des choses comme ça, c'est un peu trop restreint. Donc nous, on est parti quand même de ce scénario avec toutes les contraintes en termes de nombre de places, d'accessibilité, de zones pour entreposer les caddies, de rangement vélo, d'emplacement PMR et de circulation des véhicules poids lourds. On est parti du même scénario pour faire un cas de figure un peu amélioré, pour rentrer aussi dans les critères dont on parlait tout à l'heure, d'avoir un arbre pour 3 places et une gestion de l'eau efficace et harmonieuse avec le projet. Donc voilà un peu donc on est sur le même site, hein, c'est seulement qu'on fait une réinterprétation du projet. Donc là, le scénario, on perd 1 place de stationnement par rapport au scénario précédent. Bon, après, il y a peut-être toujours moyen de la trouver quelque part, mais on peut y arriver. Seulement, nous, ce qu'on a fait, on a élargi les zones entre les poches de stationnement. Là, on est sur des largeurs de 3 mètres, ce qui permet à la fois d'installer plus d'arbres, comme il est demandé de manière uniforme sur toute la surface du parking, d'avoir le ratio d'un arbre pour 3 places. Là, on est à un arbre pour 2,5 places, donc avec une ombre suffisante et idéalement répartie. Et puis, bon là, on a un petit peu aussi, d'un point de vue paysager, réorganiser les liaisons piétonnes, les séparer au maximum des flux pour avoir un parking un peu plus harmonieux et intéressant et accessible. Donc ça, c'était l'enjeu particulier. Oui. Ouais. Non, je te laisse finir ta voix. J'avais une question, enfin, un participant avait une question, du coup, je voulais rebondir. Je pense que c'est étroitement lié avec ce que tu expliquais ici. Merci Antoine pour cette question. Je reprends la question. Que proposez-vous pour faire circuler l'eau pluviale en dehors des réseaux publics devenus unitaires il y a 40 ans, à Paris notamment?
Ça, c'est une excellente question. C'est relatif aussi à tous les centres urbains denses où il est effectivement compliqué de revenir en arrière, c'est-à-dire de créer déjà créer du séparatif, parce que créer du séparatif, ça veut dire intervenir en général dans des trames qui sont assez resserrées, de façade à façade en tout cas. Donc déjà, si on arrivait à passer de l'unitaire au séparatif, ça serait déjà une très bonne chose parce que ça éviterait de ramener toutes ces eaux pluviales dans les stations d'épuration. Là, vous parlez de Paris, mais c'est du CIAPP. Donc ça serait déjà une très bonne chose. Mais il y a un autre sujet, c'est celui des eaux claires parasites. C'est-à-dire qu'on a souvent des immeubles qui ont des sous-sols qui rabattent en permanence la nappe, et ces pompes rejettent, alors dans le pire des cas dans l'unitaire, dans le meilleur des cas dans le réseau d'eau pluviale, mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre de ces cas-là, la problématique c'est que le réseau d'eau pluviale, normalement il est censé être totalement sec quand il ne pleut pas, et ce qui n'est pas la réelle situation, puisqu'il y a ces pompes qui rabattent en permanence tout au long de l'année. Donc, ce qui est mis en œuvre de plus en plus maintenant par des collectivités, mais ça demande de débloquer des fonds considérables, c'est de créer un troisième réseau qui est spécifique aux eaux claires parasites et qui permet finalement de récupérer toutes ces eaux de rabattement de nappe permanent par temps sec et de les revaloriser dans un contexte autorisé via un traitement beaucoup plus light en tout cas que celui des stations d'épuration, mais pour des fins d'arrosage d'espaces verts des grandes villes. Je ne sais pas si c'est le cas sur Paris pour les eaux claires parasites, mais je sais que c'est le cas et de mise en œuvre en tout cas sur la métropole européenne de Lille de créer ce troisième réseau spécifique. J'espère que ça répond à la question. Mais en tout cas, ça sera très très long, Monsieur Blanche, ça sera très très long de revaloriser tous ces volumes. Okay. Je continue sur le scénario. Tout à fait. Donc, comme je disais, donc j'expliquais qu'on dégageait plus de place pour les noues, l'implantation d'arbres. Là, on est sur des surfaces minérales à peu près identiques. Donc, en termes de coût, on est sur un aménagement à peu près identique, mais avec les critères qui sont complétés et validés par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et du coup, on est dans une dérogation, pas nécessité de mettre en place des ombrières. Donc ça, c'est quand même hyper important parce que c'est ISO coût, mais c'est surtout que c'est une non-dépense. C'est ça, quelques arbres en plus, mais bon, c'est pas par rapport à des ombrières, on est sur des coûts beaucoup donc en fait, c'est moins cher puisque les arbres sont forcément moins chers que les ombrières. C'est ça, tout à fait. En parlant d'arbres, on peut avancer. Il faut savoir que sur des secteurs comme ça, on ne peut pas installer n'importe quel arbre, hein. On a tous les exemples en ville de voir la photo de droite où les racines ont complètement éclaté les revêtements parce qu'on a des arbres qui ont été choisis, ont des revêtements, des développements racinaires surfaciques. Ce qu'on préconise, nous, c'est des arbres avec des développements racinaires en profondeur qui vont éviter ces problématiques. On a tous vu des platanes, les racines de platanes s'étendre et bomber complètement les revêtements. Donc là, il y a une petite liste de toutes les essences qu'il vaut mieux éviter pour différentes raisons. On a aussi la question de la sève, du miella des arbres, par exemple les érables. Si on stationne en dessous d'un érable en été, si on laisse une journée la voiture, on repart, on a cette espèce de colle, de sève qui s'est déposée sur la voiture et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Notamment aussi dans les zones résidentielles, on va éviter de mettre des arbres comme les érables.
On va aussi éviter les arbres fruitiers parce que la fructification peut occasionner des salissures sur les revêtements ou alors des dégâts sur les véhicules. Donc, on va éviter ces choses-là. Et ensuite, bien sûr, il faut aussi des arbres avec une bonne rusticité parce que bon, on peut avoir des hivers froids, mais dans les zones minéralisées, il peut avoir aussi beaucoup de chaleur. Donc, il faut qu'on ait des arbres qui soient résistants à la fois au froid, aux intempéries et aux conditions climatiques. De plus en plus, on voit les étés qu'on peut avoir, des étés très secs. Donc voilà. Et puis aussi, il y a une autre problématique, c'est le salage des voiries. Euh, Ça a un impact sur beaucoup d'arbres, c'est-à-dire que le sol s'acidifie et l'été suivant, au printemps suivant, on voit les feuilles sortent et brûlent déjà quasiment instantanément. Donc ça fragilise à terme les sujets jusqu'à les faire dépérir complètement. Donc il est important maintenant d'installer dans ces espaces fréquentés où il peut y avoir des salages, des essences adaptées à ça. On peut voir peut-être la slide suivante. Là, je vous donne quelques exemples d'essences idéales pour les zones de stationnement. On a un arbre qui s'appelle l'orme de Sibérie, le Zelkova serrata, qui a un port très large, ce qui permet d'avoir une ombre assez grande et dense, du coup idéale pour les zones de stationnement. Pas de fructification ou très peu, donc pas de gêne occasionné. Un feuillage aussi automnal intéressant, donc qui peut animer un peu les espaces et apporter des qualités et de la saisonnalité. On a un système racinaire pivotant, donc en profondeur. Donc l'arbre va bien s'ancrer, il ne va pas venir abîmer les revêtements alentours. Et c'est des arbres qui sont aussi résistants à la sécheresse, au grand froid, une rusticité très, très importante. Donc ça, c'est un des arbres idéaux qu'on peut implanter quasiment sur toute la France. Ensuite, on peut avoir le févier d'Amérique, qui est aussi un arbre très résistant à différents types de sols, à des périodes de sécheresse, des périodes même d'inondation. Par exemple, c'est des arbres qu'on peut implanter facilement dans des noues, et aussi qui sont intéressants parce qu'ils ont des belles couleurs automnales, un feuillage assez léger. Donc voilà deux essences qu'on peut installer dans une grande partie du territoire. Et ensuite, un troisième exemple, pour la zone méditerranéenne, par exemple, on a le mûrier à feuilles de platane. Et là, c'est une variété qui est stérile parce que on voit, il a un port très intéressant pour créer de l'ombre. Par contre, jusqu'à présent, on avait des sujets où il y avait une fructification. Et c'est vrai qu'en période de fructification, le revêtement était très sale parce que tous les fruits étaient écrasés. Alors que là, c'est une variété stérile. Donc, on a plus ce problème. Et ça, c'est un arbre qui pousse sur tout le bassin méditerranéen sans problème, donc adapté à ces secteurs. Et ensuite, voilà pour la partie paysagère. Après, on pourrait parler des autres strates à planter, les strates arbustives et les essences à implanter dans les noues. Mais bon, ça, c'est au cas par cas. Je pense qu'il faut regarder ça. Mais il y a pas mal de solutions. Et même en termes d'entretien, on est sur des choses assez simples. On peut voir, par exemple, ce parking, c'est une fauche par an avec exportation des végétaux. Donc, c'est une fois par an seulement, un seul entretien. Donc, et on voit l'aspect très verdoyant. Ça, c'est la première année. Donc, on voit que très rapidement, un aménagement peut avoir un aspect très vert. En plus, ces végétaux vont participer à filtrer la pollution en partie, à évapotranspirer de l'eau. Donc, tout ce que les racines vont pomper, pareil pour les arbres, et rejeter dans l'air, ça va pas aller dans des réseaux ou des choses comme ça. Tu as tout à fait raison de parler de la qualité de l'eau. d'intérêt. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a un effet de coupure des matières en suspension qui sont un peu les vecteurs de la pollution, en tout cas chronique, et qui permettent d'avoir un abattement très très important. Donc voilà ce que ça peut rendre une noue placée entre deux poches de stationnement. Sécurisée, bien sûr, il y a une petite clôture, on est sur des pentes assez faibles, mais il y a une efficacité.
Merci beaucoup Gaëtan. Je ne sais pas si donc il y a un certain nombre de questions-réponses qui pourraient, à partir de cette présentation, émerger. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Je ne voulais pas mentionner au début du webinaire, bien sûr, cette intervention, ce webinaire sera envoyé directement sur votre boîte mail en replay. Vous aurez un replay de disponible. Donc, évidemment, vous pourrez le visionner à nouveau ou le partager avec certains de vos collègues si besoin. Et évidemment, vous avez la possibilité aussi de nous revenir en cas de question. Alors, on n'a pas mis nos coordonnées sur les slides. Est-ce que Ludovic et Gaëtan, vous auriez la gentillesse... Ah bon, bah alors, super. J'allais dire sinon de mettre directement... je me disais bien normalement qu'il y avait cette slide de contact. Donc, sinon, j'allais vous demander de mettre vos coordonnées dans le fil de discussion, mais vous avez tout ici. Donc, bien sûr, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui émergent plus tard, vous souhaitez peut-être apporter une réflexion un petit peu plus précise sur un site, sur un projet en particulier, n'hésitez pas à revenir vers Ludovic, vers Gaëtan, vers moi-même évidemment. Nous restons à votre disposition. Et si vous n'avez pas d'autres questions, nous sommes dans les temps, il est 11h55, donc si dans la minute qui suit, nous n'avons pas de questions particulières, nous clôturons ce webinaire. Évidemment, Ludovic et Gaëtan, si vous avez un dernier élément à ajouter, allez-y, n'hésitez pas. Gaëtan? Bon, non, pour ma part, c'est tout bon. Bah, c'est pareil pour moi. En tout cas, Gaëtan et moi-même sommes à votre écoute. Alors, en fonction de qui vous êtes, si vous êtes un gestionnaire ou si vous êtes un concepteur, on est dévolu à avancer et aussi à apprendre les uns des autres. C'est comme ça qu'en tout cas que je conçois les projets sur lesquels on aime s'investir. Voilà. Super, ben merci Ludovic, encore merci Gaëtan pour votre intervention aujourd'hui et merci à vous pour votre participation. Encore une fois, n'hésitez pas à nous revenir si vous avez des questions et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et un bon appétit également. Merci à tous. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup, passez une bonne journée.